Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue dans votre émission À tout santé, l'émission qui vous rend acteur de votre santé. Nous allons parler aujourd'hui d'une maladie insidieuse, silencieuse, qui souvent ne présente aucun symptôme. Cette pathologie, c'est la maladie chronique rénale qui touche fréquemment les gens, puisque une personne sur 20 en France présente cette pathologie, donc 400 000 cas d'insuffisance rénale sévère. Et donc, important de connaître ces complications et surtout crucial de savoir dépister cette pathologie et au final savoir protéger ses reins. Pour tout savoir sur ce sujet, aujourd'hui, je suis heureux d'être accompagné du professeur Luc Frima. Bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes donc néphrologue, bien sûr, et président de la Société francophone de néphrologie, dialyse et transplantation. Bienvenue sur le plateau. Bienvenue également à Monsieur Aberkan. Vous êtes un patient et nous allons écouter attentivement votre parcours sur ce sujet. Et Madame Ludivine Videlou, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes donc infirmière en pratique avancée, on appelle ça IPA. Je vous expliquerai plus tard un petit peu ce que c'est. Donc, avec plaisir. Bienvenue à tous. Nous allons commencer tout de suite avec vous, professeur Frima, pour poser un petit peu les bases de cette pathologie et puis tout simplement, à quoi servent les reins? Les reins sont des organes qui sont relativement méconnus. Je vous ai ramené ici une petite maquette d'un rein à taille normale. C'est environ la taille de la main. Ça mesure 11 cm, ça pèse 150 grammes. Ce sont des organes doubles qui sont situés au milieu du dos, de part et d'autre de la colonne vertébrale. Ce sont des organes pour lesquels on emploie à tort une expression « avoir mal au rein ». Avoir mal au rein, ça ne concerne pas les reins, ça concerne la colonne vertébrale. Les reins jouent un rôle très très important pour l'équilibre de l'organisme. Leur fonction la plus connue, c'est l'élimination filtrée, élimination des déchets et fabriquer les urines. Mais ils jouent aussi un rôle très très important parce que le tissu rénal, qui est très très richement vascularisé, beaucoup de vaisseaux dans les reins, eh bien, produit par exemple des hormones, l'hormone érythropoïétine qui fabrique les globules rouges, l'hormone vitamine D active qui va équilibrer les os. Et donc le maître mot pour les reins, c'est équilibre. Équilibre de l'eau, du sel, équilibre du potassium, etc., etc. Donc une véritable tour de contrôle de l'organisme. Donc une usine de l'organisme. Et avant d'introduire le reportage que nous allons voir, en pratique, on va parler de dépistage. Comment dépiste-t-on cette maladie chronique rénale? Alors c'est le sujet, parce que les maladies rénales chroniques sont silencieuses. Pas de douleur, ce sont des maladies qui s'installent de façon insidieuse, avec des symptômes que le patient va, Aziz nous le dira je pense tout à l'heure, le plus souvent ne pas ressentir ou s'y adapter. Mais en fait, sa vie quotidienne, sa qualité de vie va être progressivement impactée. Et l'idée, c'est de mettre en évidence tôt ces problèmes pour agir. Je vous remercie d'avoir planté le décor. Je vous invite à suivre avec moi donc, un reportage sur Fabrice qui présente une insuffisance rénale chronique depuis plus de 20 ans. Et vous allez voir que Fabrice a su adapter sa vie au sport puisqu'il est assez exceptionnel. C'est un sportif de haut niveau qui a un mental d'acier, qui ne recule devant aucun défi. Je vous propose de voir ce reportage, nous en parlerons après. C'est un reportage et un témoignage recueilli par Patrick Loz et Laurence Ferry. Je m'appelle Fabrice, j'ai 45 ans. Je suis marié, actuellement en reconversion professionnelle en informatique. Je suis passionné par le sport. L'impact de la dialyse elle a été important dès le début, puisque j'étais sur une modalité de 3 fois 4 heures par semaine. Donc je travaillais la journée et 3 jours par semaine après mon travail, j'allais en dialyse. Et en fait, c'était un rythme qui ne me correspondait pas, j'arrivais pas à faire autre chose que boulot, dialyse et dodo. Et en fait, c'était trop chronophage. Et j'arrivais pas à faire face. Et heureusement, en 2002, après 5 ans de dialyse de soirée, il y a un centre qui a ouvert à Rennes avec des chambres individuelles pour faire de la dialyse longue de nuit. Donc en fait, je vais en dialyse à 22 heures pour aller faire une nuit de sommeil normale. Et pendant ce temps-là, j'ai une dialyse qui est réalisée. Et très rapidement, ça a été une modalité qui m'a redonné un regain d'énergie assez fort, mentalement et physiquement. Donc j'ai pu continuer à travailler à temps plein.
Et puis j'ai pu faire des activités au moins après mon travail, que ça soit les concerts, les soirées, le sport avec les amis en fait. Très rapidement, j'ai commencé à faire un petit peu de course à pied. La première course, je l'ai faite avec un infirmier. Et petit à petit, un 10 km, un semi-marathon, un marathon. Et puis après, c'est la passion de la montagne qui m'a fait amener vers des courses en montagne, et notamment des trails ou des ultra-trails. À la suite de toutes ces courses, j'ai eu l'idée de faire une course à La Réunion pour transmettre ma passion auprès d'autres patients, pour leur donner de l'espoir. Et c'est pour ça que je suis allé faire un film qui s'appelle La montagne dans le sang, à travers une course de 112 km au cœur du parc de l'UNESCO, au cœur de l'île de La Réunion. La course, elle a duré un peu moins de 40 heures, donc 2 nuits, 112 km, plus de 6500 mètres de dénivelé positif. Donc c'était une véritable aventure et aussi une véritable expérience physique, quoi. Donc voilà, je voulais vraiment réaliser quelque chose pour transmettre ma passion auprès d'autres patients. Et puis vraiment transmettre le message de la modalité de l'hémodialyse longue de nuit qui n'était pas du tout développée en France et pour lequel je me posais beaucoup de questions pourquoi elle n'était pas développée, quoi. Le message que je veux transmettre aux patients, c'est un message d'espoir et qu'ils n'hésitent pas à parler de leur projet de vie aux soignants afin que les soignants soient touchés de la nécessité de vraiment faire correspondre une modalité de dialyse en fonction de leur projet de vie. De retour sur le plateau d'Atout Santé, donc nous traitons aujourd'hui des maladies chroniques rénales et je vous rappelle que nous sommes en présence de M. Aberkan, de Mme Videlou et du professeur Frima. Je me retourne vers vous, donc nous avons vu ce reportage, vous nous avez présenté brillamment la fonction du rein. Pouvez-vous nous décrire la maladie rénale? Quelles sont ces maladies chroniques engendrées par le rein? Alors les maladies, on voit ici le tissu rénal, hein, les maladies rénales, ce sont les maladies qui vont détruire ce tissu si précieux. Elles sont très très nombreuses, il y en a quelques-unes qui sont vraiment en tête par rapport à ce risque, c'est le diabète, les maladies vasculaires, certaines maladies héréditaires, et donc elles vont progressivement étouffer le parenchyme rénal qui filtre. Et ces maladies, quelle est l'incidence, c'est le nombre de nouveaux cas chaque année. Combien en France y a-t-il de nouveaux cas? Alors en France, les chiffres, c'est 50 000 dialysés, 40 000 personnes transplantées, 400 000 personnes qui sont à un stade avancé de la maladie, avec une maladie qui a un très très fort retentissement. Donc c'est loin d'être rare. Donc c'est fréquent, Monsieur Aberkan, je me retourne vers vous. Donc vous avez souffert, vous souffrez de maladies chroniques rénales. Quels ont été les premiers signes? Comment avez-vous découvert que vous étiez atteint par ce problème? Alors, c'était au moins en 2 temps. Le premier temps, c'était découverte de la maladie rénale avec du sang dans les urines. Mais ça, pour le patient, à la limite, il n'a pas de douleur, il ne sent rien. C'est pas grand-chose. C'est anecdotique pour lui. Ouais. Sauf que c'est déjà grave, donc il faut être suivi. Par contre, les premiers symptômes qui sont vraiment apparents et qu'on ressent, c'est la fatigue. Et essentiellement, et je vais vous donner un exemple, hein, c'est du vécu et ça m'arrive encore de le vivre de temps en temps, c'est d'essayer de monter des escaliers. Quand vous êtes insuffisant rénal, vous avez une anémie. Pour certains, monter l'escalier, même vous êtes sportif ou pas sportif, vous ne pouvez pas monter les escaliers d'une traite. Fatigue, le premier étage, on s'arrête, essoufflé, mais vraiment extrêmement essoufflé, quoi. Voilà, donc... D'accord, c'était comme ça que ça s'est alerté. Mais, alors, je reviens juste vers vous. On a vu que finalement, les premiers signes, le patient peut ne pas s'inquiéter, il a un peu une fatigue, mais quels sont si on ne s'en aperçoit pas, si on ne dépiste pas, quelles sont les complications par la suite? C'est ce que vient de signaler Aziz, c'est l'anémie. Hein, les reins contrôlent la production de globules rouges, donc l'anémie va s'installer très insidieusement et va vraiment empêcher une vie normale. Mais j'ai dit tout à l'heure que les reins étaient vraiment des tours de contrôle, donc quand la tour de contrôle ne fonctionne plus, c'est l'ensemble de l'organisme qui est déréglé, il y a des conséquences osseuses, des conséquences cutanées, et vraiment c'est une maladie qui va progressivement vraiment dérégler tout l'organisme. Alors justement, dans ce parcours, vous intervenez en tant qu'IPA, Madame Videlou. Pouvez-vous justement nous expliquer les différents parcours du patient au cours de cette maladie? Bien sûr, alors ce sont des parcours dits complexes parce qu'il y a énormément de professionnels de santé qui gravitent autour de ces patients. Ils sont souvent avec des maladies associées. La majorité de nos patients nous sont adressés en service de néphrologie via les médecins traitants, donc ils ont souvent un suivi à un stade, à un moment donné.
le médecin traitant nous les adresse en secteur hospitalier ou avec des néphrologues en tout cas. Et à votre niveau, quels sont les différents moyens d'agir ? Alors à notre niveau, on va vraiment orienter les patients dans des parcours à un stade. Quand le néphrologue le juge nécessaire, on travaille tous en collaboration et on va leur expliquer qu'il existe des dialyses qui peuvent se faire à domicile, d'autres qui peuvent se faire à l'hôpital. Donc ça s'appelle de l'hémodialyse ou de la dialyse péritonéale. Et puis on a aussi un autre traitement qui est la transplantation, la greffe rénale. D'accord, donc nous en parlerons plus tard, Monsieur Aberkan. Oui. On voit que c'est un parcours différent en fonction des patients, mais on a l'impression que le patient reste toujours au centre et acteur de ce problème. Pouvez-vous nous dire la place du patient dans cette prise en charge ? Alors, la place du patient, elle évolue parce qu'au début, on est d'abord sidéré. La maladie, elle sidère complètement et vous avez pensé qu'il y a une seule chose, c'est fuir la maladie. Et ensuite, avec l'accompagnement des équipes soignantes, les échanges, vous prenez conscience de la maladie. Et là, vous pouvez devenir acteur de vos soins parce que vous avez passé des étapes. Et on ne va pas revenir sur la courbe de deuil, il n'empêche que si vous arrivez à bien discuter, vous êtes bien accompagné, vous acceptez la maladie, vous devenez acteur de soins et dans ce cas-là, vous êtes un bon observant, on va dire les choses comme ça. Donc peut-être qu'à la différence d'autres pathologies, il faut responsabiliser le patient et ne pas l'infantiliser, on va dire ça. Oui, mais ce n'est pas un choix, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit le patient qui décide d'accepter la maladie. Vous ne pouvez pas lui imposer d'accepter la maladie, c'est trop dur. Donc, c'est là où l'importance des équipes soignantes pour accompagner le patient. Alors, professeur Frey, on a vu les différents parcours. Est-il nécessaire d'être à l'hôpital, d'être soigné à l'hôpital ? Non, à nouveau, c'est Aziz qui traduit la vie réelle. La maladie, elle est dans la vie de tous les jours des patients. Donc il faut équiper le patient pour qu'il puisse surmonter la maladie et puis la gérer. Alors évidemment, c'est un partenariat très étroit avec des équipes soignantes, mais ce n'est qu'en étant au plus près de la vie quotidienne du patient, lui permettre de se prendre en charge, que la réussite est là. Donc la dialyse qui est l'aide finalement à la filtration du sang et qui supplée le rein, on sait qu'on peut la faire à l'hôpital, on peut la faire à domicile, on en parlera tout à l'heure. Quelles sont les conditions finalement pour être autonome ? Quand je dis autonome, c'est le faire à domicile. Quand les reins sont détruits, il faut les remplacer. On les remplace par la dialyse. Et donc, les conditions de la dialyse, eh bien, c'est d'abord la décision partagée avec le patient, parce qu'il y a plusieurs possibilités, plusieurs alternatives, et il y en a un certain nombre d'entre elles qui permettent au patient d'être autonome complètement à domicile. Donc, il faut absolument lui présenter ces techniques, parce que ça va lui permettre de surmonter. En quelques mots, même si on s'en doute, pourquoi avoir choisi la dialyse à domicile ? On est peut-être mieux qu'à l'hôpital. En un mot, la flexibilité. C'est-à-dire que, rapidement, si je cite, aujourd'hui, là, on est en train de discuter. Ce matin, j'ai fait ma séance de dialyse, mais si jamais j'ai une réunion le matin, je fais la séance de dialyse l'après-midi. Donc, c'est l'autonomie, la flexibilité. Je fais ce que je veux quand je veux. En résumé, la dialyse s'adapte à ma vie et pas l'inverse. D'accord. Pour terminer, en quelques mots sur ce sujet précis, la place de l'IPA dans la dialyse à domicile ? Alors la place de l'IPA, c'est la place des soignants en général, mais c'est vraiment accompagner les patients. Ça va être les informer, les aider à faire leur choix, être disponibles. Ils ont souvent nos numéros de téléphone direct, c'est rassurant pour eux. Alerter le néphrologue et puis vraiment c'est être partenaire quoi. Avec eux on fait une équipe et puis on avance ensemble. Très bien, écoutez, nous avons fait une première partie sur cette maladie chronique rénale. Nous allons dans une deuxième partie parler de greffe rénale, de transplantation rénale, mais avant d'évoquer ce sujet avec vous sur le plateau, nous allons voir un second reportage d'une patiente qui a bénéficié d'une greffe de rein. Donc nous allons la voir de l'annonce, l'opération, la vie après, le vécu. C'est un reportage réalisé par Patrick Loez et Laurence Ferry. Je m'appelle Anne, j'ai 55 ans, je suis atteinte de pathologie chronique depuis mon plus jeune âge et j'ai bénéficié d'une greffe rénale en 2011. Et cette greffe rénale est une greffe préemptive, c'est-à-dire que je n'ai pas subi de dialyse auparavant, c'est directement une greffe suite à mon insuffisance rénale. On a découvert ma pathologie auto-immune
qui au départ est une maladie de Crohn, qui n'a rien à voir avec l'insuffisance rénale. Malheureusement, au fil des années, avec de nombreux médicaments et des traitements assez costauds, j'ai eu une insuffisance rénale liée à la prise de ces médicaments. Donc c'était une double peine. Mes symptômes n'étaient pas évidents puisque je n'étais pas encore dialysée. Je restais en insuffisance rénale terminale, enfin sévère, avec une fatigue, une anémie, besoin de me reposer très souvent, donc une perte de poids, enfin voilà. Mais tout ceci est tellement insidieux et lent que vous vous y habituez. Enfin, moi, je m'y suis habituée et je me disais, ben, ça va aller, ça va aller. Je pense que la force du déni, là, il est encore très, très fonctionnel. Mais à partir d'un certain moment, mon insuffisance rénale s'est aggravée, mon insuffisance rénale a été délétère et mon néphrologue m'a dit maintenant il s'agit de penser à une suppléance. J'ai été sur liste d'attente très très peu de temps. Très peu de temps, environ 4 mois, ce qui est totalement incroyable. Je ne m'y attendais pas du tout et je m'y attendais tellement pas que mon déni a très bien fonctionné puisque je n'étais pas du tout candidate dans ma tête dans l'immédiat pour une greffe et j'y suis allée. J'y suis allée avec beaucoup de peur et d'angoisse, mais j'y suis allée et cette sensation, je l'ai ressentie au réveil. Vous touchez votre ventre et puis il y a plein de tuyaux qui sortent, on se dit mince, ça y est, on a un organe de quelqu'un d'autre dans son ventre et en plus ça marche très bien. La situation 10 ans plus tard est très mitigée et moyenne puisque j'ai perdu de la fonction rénale et aujourd'hui je suis de nouveau en insuffisance rénale plus sévère. Je suis membre actif de l'association France Rein parce que voilà, c'est toujours la personne qui a vécu les choses qui peut le mieux en parler et parler de son expérience de patient. Mon message à un futur greffé, c'est bien sûr de prendre bien soin de lui, d'être dans la communication, dans l'échange avec d'autres personnes greffées, pour pouvoir vraiment appréhender tout ce qui va se passer, pour qu'ils puissent mieux vivre la situation et bien sûr de toujours bien suivre son traitement. On est dans une situation où on dépend d'immunosuppresseurs à prendre quotidiennement à heure fixe. Voilà, c'est une situation pas toujours simple, donc il faut de la solidarité et communiquer ensemble. De retour sur le plateau d'Atout Santé, nous parlons donc aujourd'hui des maladies chronique rénale, toujours en compagnie de M. Carbin, de Mme Vidlou et du professeur Frima. Donc, Mme Vidlou, notre IPA, donc non mais je me plaisante parce que nous en parlons, mais c'est un terme que je découvre et qui paraît très important, qui est très important dans la prise en charge des maladies chroniques rénales. Donc, la question que je vous pose, c'est finalement, on a vu cette patiente qui vient d'être greffée. Une fois la greffe faite, est-ce que la vie redevient normale? Est-ce qu'il n'y a plus de suivi? Que devient la qualité de vie par la suite? Alors je crois que c'est important de savoir que la greffe, c'est le meilleur traitement pour nos patients porteurs de la maladie rénale chronique, pour ceux qui peuvent y avoir accès. Il faut avoir conscience qu'une fois qu'on est greffé, après, il reste des traitements à prendre matin et soir. Il y a un suivi rapproché auprès de spécialistes, de nombreux spécialistes. Donc c'est un traitement qui, bien évidemment, permet d'arrêter la dialyse, et ça c'est fabuleux. Mais il y a une réalité qu'il faut prendre conscience et nos patients, on doit les informer, on doit les accompagner au décours de nos consultations pour que les choses se passent bien dans ce parcours. Oui, il ne faut pas qu'ils pensent qu'une fois la greffe réalisée, leur vie redevient complètement, on va dire, elle est améliorée bien sûr, mais il y a toujours un suivi. C'est ça, il y a toujours un suivi, ils sont toujours suivis en néphrologie. Et ça, c'est inexorable. Et puis la maladie, comme est très bien expliqué dans le reportage, elle peut reprendre le dessus et on peut retourner en dialyse après une transplantation. Vous allez nous expliquer après, M. Aberkan, justement votre vie après la greffe, mais juste une question, on en parlait tout à l'heure. Est-ce que c'est la même chose finalement d'avoir une greffe de rein d'un donneur vivant ou d'un donneur décédé? Alors, votre question, elle fait mention à propos de la pénurie d'organes. Malheureusement, en France, on est dans un pays où il y a une forte opposition au don d'organes. On est autour de 33%. Dans un cas sur 3,
les proches ne préfèrent pas que le prélèvement ait lieu. Pourtant, les Français sont si généreux par ailleurs vers les associations, le don du sang, etc. Et donc, bon. Et donc la question de la pénurie, c'est finalement la durée d'attente. La personne dans le reportage a bien expliqué qu'elle avait attendu 4 mois, mais actuellement c'est plutôt 2-3 ans. Hein. Et donc on a aussi cette possibilité de greffe d'honneur vivant qui est très différente, puisque là on sait qu'un organe est disponible, on peut organiser la chirurgie, la greffe, et puis on peut l'organiser très très tôt dans le parcours du patient, presque avant la dialyse. Hein, donc ça, c'est vraiment une solution idéale. On va en parler. Alors, M. Aberkan, vous êtes le mieux placé d'entre nous pour parler du quotidien d'un greffé. Pouvez-vous nous raconter justement votre quotidien? Oui, j'ai eu la chance d'être greffé et pendant au moins 2 décennies, donc j'ai réellement pu en profiter et c'était une qualité de vie, je retrouvais la vie quasi normale. Malgré tout, j'avais sans arrêt, comme disait Ludivine, le fait que je reste un insuffisant rénal, pas un malade. Et donc potentiellement, je pouvais retourner en dialyse. Mais on l'oublie vite, c'est-à-dire qu'on est des humains. Et quand ça fonctionne, on revit normalement, quoi. C'est normal, c'est voilà. Le problème de bonne santé mentale. Voilà. Par contre, forcément, quand la maladie rénale revient, on se prépare psychologiquement. Il y a une dimension à prendre en compte, c'est qu'on retourne en dialyse et ça, c'est dur. Donc on apprend à travers de vos mots qu'une greffe rénale n'est pas définitive. La maladie revient. Alors, il y a des greffes qui ont duré 40 ans ou qui durent. Je connais quelqu'un qui a 40 ans de greffe. Pour moi, c'était un peu plus de 20 ans. J'étais satisfait et je suis prêt à retourner, à avoir une deuxième greffe. Hein. Alors, on parlait de précocité de transplantation. Est-ce qu'il y a un intérêt à transplanter le plus tôt possible? Quand on est atteint d'une maladie rénale chronique, on doit avoir l'idée de gérer son capital vie, c'est-à-dire intervenir tôt pour préserver ses reins. Et puis, donc, la notion de qualité de vie, de capital vie, pardon, elle inclut cette greffe précoce parce que la dialyse, malgré tout, c'est un traitement qui permet de vivre plus longtemps, mais qui a des conséquences, en particulier vasculaires, importantes. Et puis, donc, si les vaisseaux s'abîment, on sait que c'est l'organisme dans son ensemble qui s'abîme. Et donc, la greffe précoce permet de préserver les vaisseaux et donc de gagner en capital vie. Et sur l'ensemble des greffes, en pourcentage, combien représentent les greffes précoces? C'est très faible, c'est 4%, quelques pourcents, ce qui fait que c'est une nouvelle fois un message d'encouragement au don pour permettre la greffe et permettre ces bons résultats. Alors pour conclure, je vais vous donner la parole chacun successivement pour une question finalement. Dans le meilleur des mondes, en termes de santé publique, concernant les maladies chroniques rénales, que faudrait-il faire? Monsieur Aberkan, peut-être? Prévention, dépistage pour éviter de connaître la dialyse. C'est clair? Ok. Alors moi, je suis plutôt sur l'action de prévention. 2 choses. C'est la prévention, informer nos patients sur tout ce qu'ils peuvent mettre en place de manière simple à domicile, arrêter le tabac, faire de l'activité physique, se vacciner, avoir une alimentation adaptée avec des diététiciennes. Et puis bien évidemment, l'espoir c'est dans l'innovation, la suite, le futur. Donc là, on met en place de la télémédecine pour éviter les transports ou essayer de suivre au maximum les patients à domicile. Et puis vous avez dit la pratique avancée, je ne peux pas être ici sans en parler. Donc c'est forcément des innovations qui arrivent sur le territoire et qui permettent de suivre les patients en alternance avec les néphrologues. Le mot de la fin? Alors le mot de la fin, c'est préserver ses reins, c'est préserver son capital vie. Donc il faut une certaine curiosité, il faut s'intéresser aux reins, il faut se poser la question comment mes reins fonctionnent. Et dans certaines circonstances, diabète, maladie vasculaire, maladie héréditaire, rénale, il faut faire des examens systématiques, créatinine, albumine dans les urines. Merci, c'est la fin d'A-tous Santé, ça passe très vite. Merci à vous. Donc je vous remercie, je remercie tous les intervenants, nos téléspectateurs. N'oubliez pas que vous pouvez suivre cette émission dès demain sur notre chaîne YouTube A-tous Santé. Nous adresser également vos commentaires, vos questions sur Facebook ou sur Instagram. A-tous Santé, merci encore de nous avoir suivis. Rendez-vous dans un prochain numéro d'A-tous Santé et d'ici là, soyez acteurs de votre santé.